La proposition d'élire le président au suffrage universel fait l'unanimité contre elle. En outre, les parlementaires se sentent ignorés et bafoués par le général qui a choisi d'utiliser le référendum pour faire passer sa réforme. Le 5 octobre 1962, une motion de censure est déposée par la coalition hétéroclite de ses opposants. On y trouve associés ceux qui ont voté non en 1958 et les partis qui s'étaient ralliés à lui. C'est la République qui répond non à votre projet, car le scrutin d'aujourd'hui comptera dans l'histoire. La motion de censure l'emporte. Privé de majorité, le général riposte. Il dissout l'Assemblée. Allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. Dès lors, la campagne pour le référendum s'effectue dans une atmosphère de tension politique extrême. De Gaulle est seul contre tous. Ce qui avait changé en 1962, c'est qu'on était loin d'être tout seul à ce moment-là. Il y avait le cartel des noms qui avait réuni à peu près toutes les forces politiques de gauche et même au-delà. Françaises et Français ont eu à trancher au fond de leur conscience le débat ouvert entre les partis et le chef de l'État sur l'élection au suffrage universel du président de la République. À la mairie de Colombey, les deux églises, redevenu pour un moment simple citoyen, le général de Gaulle a, comme tout le monde, déposé son bulletin. En fin de soirée, au ministère de l'Intérieur, 62,10% des suffrages pour le oui, 37,90% pour le non. 62%, c'est extraordinaire quand on songe que toute la classe politique, sauf les gaullistes et les quelques giscardiens, appellent à voter non, à tel point qu'à l'époque, on parle du cartel des noms. Et vous voyez que par rapport à 1958, la situation du non par rapport aux nouvelles propositions du général de Gaulle a changé. C'est de la plus grande partie du périmètre politique, théoriquement, qui à cette date appelle à voter non. Alors qu'en 58, la plus grande partie du spectre appelait à voter oui. Sur la lancée de leur victoire en solitaire, les gaullistes partent en rang serré aux législatives qui suivent le référendum. L'UNR du général triomphe au détriment de ses anciens alliés. Par contre, ceux qui avaient défendu le non dès 1958 regagnent des couleurs. C'est le cas de François Mitterrand, qui retrouve le siège perdu cette année-là. Il s'affirme d'emblée comme un opposant déterminé en portant ses coups contre les institutions. Vous vous autorisez à priver progressivement le Parlement du droit fondamental de contrôle et de décision politique hors duquel ce régime parlementaire ne serait plus que l'alibi d'un pouvoir personnel. Dès ce moment, Mitterrand songe à l'élection présidentielle de 1965 et il s'y prépare ardemment. Il a déjà compris que le cœur battant de la 5e allait être cette fameuse élection au suffrage universel en 2 tours et qu'elle se conclurait par un duel. De Gaulle contre l'homme du camp d'en face. Si Mitterrand veut être cet homme, il va lui falloir rassembler son camp. Pourquoi vous abandonnez l'essentiel de vos prérogatives? Pierre Mendès France aussi est de retour au Palais Bourbon. Mais lui ne se présentera pas à la présidentielle de 1965. Il refuse en effet de cautionner des institutions qu'il réprouve. En revanche, il soutiendra la candidature de Mitterrand, qui a dit non comme lui à De Gaulle dès le premier jour. La SFIO de Guy Mollet est discréditée par son oui de 1958. Et elle renonce également à se rendre à la bataille. Restent les communistes, toujours ostracisés. Mais Mitterrand veut les inclure dans son camp. La 5e elle-même le réclame. Le duel contre le général l'exige. C'est la seule chance de l'emporter. À pas feutrer, Mitterrand lève progressivement l'interdit qui pèse sur les communistes. Je n'ai pas à traiter des rapports des partis entre eux. Cela les concerne et eux seuls. Et je n'ai jamais eu à leur égard ni dédain dans la voix, ni je ne sais quel manque de considération. Et il finit par gagner leur soutien. Le comité central du Parti communiste français a décidé unanimement de soutenir la candidature de François Mitterrand en tant que candidat d'union de tous les partis de gauche et organisations démocratiques sans exclusive. On n'était pas prêt à abonder dans le nouveau système qui était constitué. Donc ça nous permettait de continuer à être contre ces institutions tout en y participant malgré tout. Mais surtout, la raison principale, c'était que pour nous, c'était un pas de plus fait vers un gouvernement d'union de la gauche.
Toute la gauche s'étant rassemblée derrière lui, Mitterrand s'adresse à présent à tous les Français. Il a pour lui la légitimité d'un combat contre De Gaulle qui a commencé à la première heure. En 1964, un an avant l'élection, il publie le coup d'État permanent, un brûlot incendiaire contre la constitution du général. Mitterrand était un grand homme politique, un grand leader, un grand orateur. Il était très polémiste. Bon. D'ailleurs, la seule preuve, c'est que sur lui faisait lire, longtemps après, alors qu'il était élu président de la République pour la deuxième fois, quand on lui faisait lire certaines choses qu'il avait écrites 20 ans avant, il aimait qu'on passe à la suite. Ils étaient inaudibles. En 1965, ils font mouche. Minute par minute, l'évolution du verdict populaire. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le général de Gaulle est mis en ballottage. François Mitterrand est qualifié pour le second tour. Le Château-Chinon est à la seconde place avec 32% des voix. Quant au général de Gaulle, il est en tête avec la confiance de 45% des votants. Et donc, au deuxième tour, il n'y avait plus que De Gaulle et Mitterrand. Et donc Mitterrand était apparu comme une espèce de super-héros qui avait mis De Gaulle en ballottage et qui, au deuxième tour, rassemblant toutes les voix de la gauche, plus toutes sortes d'autres voix, y compris Tixier-Vignancourt, des vrais fachos, des gens d'extrême droite qui, contre De Gaulle, ont voté Mitterrand. Alors qu'au deuxième tour, il n'a pas été ridicule, puisqu'on a fait 45% des votes. Il n'était plus que 2 en lice. Les choses sont allées très vite, et dès 23h, M. Mitterrand reconnaissait sa défaite. Je me réjouis de l'union de la gauche, qui m'a permis de lutter pour la République dans ce deuxième tour de scrutin. Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République. Nous, on était assommés, fin 65, d'avoir mis le ballottage. On ne s'attendait absolument pas à ça. On avait tous des projets qu'on a annulés. Pourquoi? Parce qu'on avait fait la campagne du deuxième tour. Après le deuxième tour, 45%. Alors on s'est dit, on va... Alors là, on a commencé à créer un parti, le Congrès d'Épinay, pour présenter Mitterrand, pour le faire élire. On a réussi. Ce qui est paradoxal, c'est que lorsque François Mitterrand va être élu président de la République, il va l'être au suffrage universel, et c'est le seul président de la Ve République qui ne va pas modifier les institutions et qui va s'adapter. En perte de vitesse sous la 4e finissante, François Mitterrand s'est refait une santé politique grâce aux institutions de la 5e. En ne cessant de les combattre pendant 23 ans, il y a acquis le prestige de la constance. Il est devenu, à partir de 1981, leur plus fidèle et loyal serviteur. Ce qu'on n'a pas réussi, c'est à convaincre Mitterrand qu'il fallait changer les institutions. Alors qu'on aurait pu le faire, on aurait dû le faire. La seule chose que je me reproche dans la vie politique, que j'ai quittée longtemps après Mitterrand, enfin longtemps après avoir travaillé avec Mitterrand, c'est qu'on n'ait pas fait cette réforme institutionnelle. La France est le seul pays encore démocratique en Europe où il y a un système pareil, où un homme peut se targuer d'avoir reçu du peuple un mandat pour faire ce qu'il veut pendant 5 ans. C'est totalement aberrant. Et ça mènera sans doute à des troubles, à des difficultés plus grandes. Et puis un jour, j'espère, la France remettra un système démocratique en vigueur. Pour le moment, on est exposé à quoi? À tous les inconvénients, tous les défauts et éventuellement tous les risques qu'un individu trop seul peut faire courir à un pays.